Alors, bonjour à tous, je me présente Jennifer Filion, je suis agronome de formation et aujourd'hui je vais vous faire l'évolution du climat pour la région des Laurentides. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler des indicateurs agroclimatiques plus en détail, je voulais vous expliquer d'où proviennent les informations dont on va traiter aujourd'hui. Alors en fait, elles nous proviennent d'Ouranos. C'est quoi Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale. Donc, ils sont basés au Québec. Eux, pour faire leurs prévisions climatologiques, ils se basent sur des scénarios climatiques que les climatologues d'ailleurs considèrent comme étant les plus crédibles à ce jour. Je précise à ce jour parce que la climatologie, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On vous présente des informations à l'échelle de la région pour les Laurentides. D'abord, ça va être les moyennes pour un scénario passé, donc de 1991 à 2020, puis les moyennes pour le scénario futur, 2041 à 2070. Ça, c'est un scénario qu'on appelle aussi l'horizon 2050. Bon, alors, on serait maintenant rendu à présenter le premier indicateur agroclimatique. Mais avant tout, je vais quand même vous expliquer comment fonctionnent les cartes qui sont présentées ici. Donc, premièrement, à gauche, vous avez la carte qui représente l'horizon passé, puis à droite, celle qui représente l'horizon 2050. Au milieu, c'est la légende, donc elle est commune aux deux cartes. Si maintenant on rentre un petit peu plus dans les détails, question de vous situer géographiquement, donc on se rappelle que c'est les Laurentides qu'on présente. Ici, vous avez le Mont-Laurier et Montréal qui sont identifiés ici. Aussi, à titre informatif, vous voyez ensuite les petites tuiles qui sont donc de couleurs différentes. Bien ça représente une superficie de 10 km par 10 km. Si on passe maintenant à notre encadré, donc lui présente les moyennes pour le scénario historique et les moyennes pour le scénario futur. On a ensuite notre delta qui représente en fait la variabilité qui est anticipée. Et entre parenthèses, c'est l'incertitude qui est associée au modèle. Si on revient maintenant à notre indicateur climatique, qui est en fait la température moyenne annuelle, ce qu'on est en mesure d'observer ici, c'est une augmentation des températures moyennes annuelles à l'échelle de la région. Donc, effectivement, en regardant notre variabilité ici, on prévoit une augmentation de 2,3 degrés Celsius pour finalement passer de 4,3 à 6,6 degrés Celsius dans le futur pour la région des Laurentides. Alors maintenant, passons à la variation saisonnière. Alors on vient de voir les moyennes de température sur une base annuelle, mais là j'aimerais qu'on se penche sur la variation mensuelle de cette température. Bon, d'abord, pour vous expliquer un peu le graphique, vous voyez en fait la ligne rouge, elle représente le scénario futur, l'horizon 2050, et vous voyez en dessous la ligne noire qui, elle, représente l'horizon historique. Donc, la première observation, pardonnez-moi, qu'on peut faire ici à partir du tableau, c'est que pour les Laurentides, il va y avoir une augmentation des températures, peu importe le mois de l'année qu'on considère. Donc, effectivement, en fait, la ligne rouge, bien, elle est toujours au-dessus de la ligne noire. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des températures est parfois plus importante selon le mois de l'année qu'on regarde. Donc, oui, la température est toujours plus élevée, mais la variabilité de cette augmentation, elle, peut dépendre du mois de l'année. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'encadré. Donc en fait, ça présente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. C'est pour ça qu'on retrouve la variabilité qu'on venait de nommer, là, donc de plus 2,3 degrés Celsius à l'échelle de l'année. Si on passe maintenant à nos précipitations totales mensuelles, alors là, on se rend compte que l'évolution dépend réellement des mois, au contraire de ce qu'on observe pour la température mensuelle. Ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement, si on se concentre sur les mois d'hiver et du printemps,
On réalise que les précipitations totales, donc ça c'est celles sous forme de pluie et de neige, sont réellement là, en nette augmentation. Si par contre, on se concentre plutôt au niveau des mois de l'été et même de l'automne, donc l'augmentation est vraiment moindre ou parfois égale, donc parfois il n'y en a pas du tout, ou légèrement inférieure, comme si on regarde notre mois d'août. Euh, Mais par contre, la chose qu'il faut retirer de ce graphique, c'est que malgré ces diminutions-là, là, ou la stagnation plutôt de l'augmentation des précipitations totales mensuelles qui est observée pour certains mois, il ressort quand même une augmentation des précipitations totales annuelles. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'encadré ici. Donc effectivement, on remarque qu'il y a une augmentation prévue de 57 mm pour la région des Laurentides, par rapport aux précipitations totales à l'échelle de l'année. Bon, alors avant de continuer avec les autres indicateurs, je tenais à faire une parenthèse sur les événements extrêmes. Alors pourquoi je vais en parler? C'est parce qu'on le sait, les événements extrêmes peuvent grandement affecter l'agriculture, en affectant par exemple les cultures et les élevages. Donc, effectivement, quand ce type d'événement va se produire, bien, ça vient souvent avec d'importantes conséquences. Sauf qu'il faut quand même faire attention et apporter certaines nuances, parce que oui, il y a des événements extrêmes qui vont être liés au changement climatique, mais il y en a d'autres qui vont plutôt ressortir de la variabilité naturelle et donc n'ont pas nécessairement de lien direct avec les changements climatiques. La variabilité naturelle, c'est ce qui fait en sorte que d'année en année, le volume des précipitations, par exemple, ou les températures vont varier. La deuxième nuance qu'il faut que j'apporte ici, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes évoluent relativement rapidement. Donc aujourd'hui, nous, en fait, on vous présente ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors, je vous disais justement qu'il y avait certaines incertitudes au niveau des événements extrêmes, mais il y a quand même des événements pour lesquels on est plus certain. Donc, par exemple, il va y avoir une diminution du nombre de vagues de froid extrêmes. Et à l'inverse, il va y avoir une augmentation des vagues de chaleur. Ces périodes de chaleur, d'ailleurs, elles vont être plus longues et encore plus chaudes. Il y a d'autres événements maintenant pour lesquels on est presque certain. Je dis presque certain parce qu'en fait, il y a suffisamment d'études pour quand même être en mesure de faire ressortir des tendances qui sont claires. Alors, à ce niveau, il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et ils vont être plus intenses. Il devrait aussi y avoir plus de cellules orageuses localisées et elles aussi vont être plus intenses. Maintenant, les événements pour lesquels nous en savons moins. Donc, parce qu'il n'y a pas suffisamment cette fois-ci d'études pour faire ressortir des tendances claires, notamment si je donne un exemple, le verglas. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, il faut savoir que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain et en plus, il est difficile à simuler. Mais il semblerait tout de même que le climat futur du sud du Québec connaîtra une diminution des épisodes, ou bien en fait du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Mais quand même, ça ne veut pas dire pour autant que ces épisodes-là ne se reproduiront plus jamais. Sauf que ça reste les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement extrême. Si maintenant on poursuit avec nos rafales de vent, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des observations dans les dernières années là, par rapport à une certaine évolution, mais il ne semble pas y avoir pour le moment de tendance claire ou de lien clair plutôt avec les changements climatiques. La dernière chose à parler ici pour cette diapositive, c'est la grêle. Donc ça, c'est un sujet pour lequel nous n'avons pas vraiment de données et qui est en fait présentement à l'étude. Alors, il serait maintenant temps de revenir sur nos indicateurs agroclimatiques. Donc, on a vu les tendances sur une base annuelle. Ce que je vous propose pour le reste de la présentation, c'est de se pencher d'abord sur les indicateurs liés à la saison hivernale, la saison froide, et dans un deuxième temps, on va aller regarder ce qui se passe au niveau des indicateurs pour la saison de croissance. Donc, commençons d'abord avec l'indicateur sur la température minimale en hiver. Donc, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on présente ici les données pour le mois de janvier. Alors, c'est réellement les températures les plus froides de l'année. En fait, c'est la moyenne des températures les plus froides ayant été observées au mois
le plus froid de l'année. Aussi, je vais en profiter pour vous expliquer un peu le graphique qui est présenté ici. Donc, sur l'axe des X, vous avez les années. Donc, c'est environ une période de 100 ans, passant de 1970 à environ 2070. Sur l'axe des Y maintenant, vous avez l'indicateur agroclimatique à considérer. Donc, en ce moment, c'est la température minimale au mois de janvier. Ensuite, vous avez la ligne pointillée ici, qui, elle, en fait, représente les observations réelles qui ont été faites chaque année. Ensuite, vous voyez les lignes dans le graphique. Donc, la première, la rouge, représente le scénario pessimiste en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le scénario selon lequel, oui, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Toutefois, cette réduction serait sur le long terme. Ce scénario, on l'appelle le RCP 8.5. On a ensuite la ligne bleue que vous avez juste en dessous. Donc, ça représente le scénario qui est optimiste, donc selon lequel on va réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une échelle de temps plus court terme. Et encore une fois, c'est toujours à l'échelle mondiale. Donc, ce scénario associé à la ligne bleue, on l'appelle le RCP 4.5. Nous, ce qu'on vous présente, c'est en fait la moyenne. Donc, c'est un scénario qui est considéré comme étant plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Maintenant, en vert, c'est ce que je vais appeler l'enveloppe que vous voyez là, sur le graphique. Ça représente l'incertitude des modèles. Donc, c'est toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur qui est à considérer. Bon, alors, au final, si on revient à notre région des Laurentides, ce qu'on peut retirer de ce graphique, c'est une augmentation de la moyenne des températures minimales. Donc, en d'autres termes, on va connaître moins de froid extrême dans le futur. Aussi, il faut que je rappelle que les données qu'on présente représentent en fait une moyenne sur 30 ans. Maintenant, pour illustrer un petit peu le fait qu'on va connaître une augmentation de la moyenne des températures minimales, je voulais prendre en exemple notre mois de janvier justement. Donc, où dans l'historique passé, on voit que la température minimale en janvier, la moyenne des températures minimales en janvier, s'élevait à moins 33,4. Elle passera dans le scénario futur à moins 29 degrés Celsius. Donc, c'est une augmentation de 4,4 degrés. Si on s'attarde maintenant à l'évolution du nombre de cycles gel-dégel. Alors d'abord, c'est quoi un cycle gel-dégel? En fait, c'est une journée où on va connaître une température maximale qui est positive et aussi une température minimale qui est négative, donc en dessous de zéro. En fait, c'est le fait de vivre du gel et du dégel à l'intérieur de la même journée. Alors, ce qu'on observe au niveau de l'année au complet, si on regarde notre tableau, c'est une diminution du nombre de jours où il y a l'occurrence d'un cycle gel-dégel. Donc, effectivement, on passe de 91 à 80 dans le futur, représentant une variation de moins 11 jours. Maintenant, si on se concentre pour la période de l'hiver, alors là, c'est plutôt une augmentation qu'on va observer, passant ainsi de 20 jours où il y a l'occurrence d'un cycle de gel-dégel à 24 jours. Donc, plus 4 jours. En fait, ça c'est pourquoi, c'est qu'en d'autres mots, il y a une concentration des événements de gel-dégel à l'hiver. Et ça, c'est relié à l'augmentation des températures. Passons maintenant à l'indicateur qui concerne les précipitations hivernales. Donc, ici, simplement pour spécifier, encore une fois, les précipitations totales auxquelles on fait référence, bien, c'est tant celles sous forme de pluie que celles sous forme de neige. Donc, ce qu'on va observer pour les Laurentides, c'est une augmentation des précipitations totales. Donc, en réalité, on va gagner en moyenne 25 mm de précipitations à l'hiver. Mais la réelle question qui peut nous venir en tête à ce moment, c'est sous quelle forme on va les recevoir ou sous quelle forme ils vont tomber dans le futur, ces précipitations-là. Alors, c'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre par l'entremise de ce tableau. Bon, premièrement, vers la gauche du tableau, vous avez les données pour le scénario passé.
et vers la droite du tableau, les données pour le scénario 2050. Pour chacun des scénarios, on présente les précipitations totales sous forme de pluie, celles sous forme de neige et finalement le ratio des précipitations totales qui tombent sous forme de pluie. C'est la même logique, évidemment, à suivre pour l'horizon 2050. Une petite spécification, vous allez peut-être remarquer qu'au niveau de la neige, c'est présenté en millimètres, donc ça peut paraître très peu au niveau des chiffres qui sont présentés ici. Mais en fait, c'est que c'est des équivalents en eau. Donc, si on ferait fondre la neige, combien d'eau ça représenterait? Bon, maintenant, ce sur quoi je veux apporter votre attention, c'est les totaux intermédiaires. Donc, ce qu'on voit dans le scénario passé, c'est que les précipitations sous forme de pluie s'élevaient à 305 mm et elles vont augmenter à 380 mm pour l'horizon futur. Donc ça se traduit, si on regarde notre ratio, à environ 52% des précipitations qui tombaient sous forme de pluie et qui va passer à 60% dans l'horizon futur. De la même façon, si on regarde les précipitations qui tombent sous forme de neige, bien là, c'est le contraire qui se passe, dans le sens que c'est une réduction, passant de 258 à 236. Si maintenant on regarde pour chacun des mois, prenons par exemple en exemple celui du mois de décembre. Donc les précipitations totales qui tombent sous forme de pluie vont passer de 26% à 39%. Donc, on peut noter l'importance de l'augmentation des précipitations sous forme de pluie. Et ça, justement, bien, c'est lié encore une fois à l'augmentation des températures. Alors, avec la diminution des précipitations sous forme de neige, vient aussi la réduction de la durée de la période d'enneigement. Au fait, pour votre information, lorsqu'on parle de durée d'enneigement, on fait référence à dès qu'il y a plus de 3 cm de neige au sol. J'aimerais aussi en même temps attirer votre attention sur la période ici qui est présentée pour l'horizon du passé, qui est un petit peu différente. C'est simplement attribuable au fait que les pas de temps pour ces modèles sont différents. Donc, au niveau de la durée de la période d'enneigement pour les Laurentides, ce qu'on observe, c'est une diminution de 40 jours. Donc, on perd plus d'un mois au niveau de la durée de la période d'enneigement. Donc, maintenant, pour l'épaisseur maximale du couvert de neige, donc encore une fois, vous allez pouvoir remarquer que c'est en millimètres. C'est pour la même logique, donc ça correspond à des équivalents en eau. Alors, une fois qu'on a fait fondre la neige, combien d'eau on avait? Ce qu'on va devoir retenir ici, c'est que 1 mm de neige, c'est environ l'équivalent de 1 cm de neige avant qu'il y ait compaction ou tassement. Donc finalement, pour les Laurentides, ce qu'on observe, c'est que l'épaisseur maximale du couvert de neige va diminuer d'en moyenne 62 mm, passant ici de 164 à 102 dans l'horizon futur. Le fait maintenant de réduire la durée du couvert de neige et l'épaisseur maximale du couvert de neige fait évidemment ou amène évidemment des impacts, notamment sur les plantes. C'est pour ça qu'on va ici parler du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. C'est quoi ce potentiel d'endurcissement? En fait, c'est quand la plante va relocaliser ses réserves au niveau de ses racines. C'est ce qui va lui permettre de passer l'hiver et résister au froid. Donc, pour que ce processus puisse bien se faire, ce qu'il faut, c'est des journées où les températures vont être fraîches. Pour mesurer maintenant ce potentiel d'endurcissement, on va utiliser des degrés froids, ce qui est représenté ici. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est l'accumulation des degrés jour base 0. Donc, quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, c'est à 100 degrés froid qu'on va considérer qu'une plante est suffisamment endurcie. Pour la région des Laurentides, on remarque déjà qu'on était sous cette barre des 100 degrés froid et que l'évolution n'est pas très élevée, donc passant de 77 degrés à 73 degrés froid. Alors maintenant, on peut aussi regarder la perte d'endurcissement. Donc ça, en fait, c'est quand les plantes fourragères peuvent perdre leur endurcissement pendant l'hiver.
quand il y a notamment des redoux hivernaux. Donc, s'il y a des températures chaudes, alors ça peut affecter la plante et provoquer une perte d'endurcissement. Et ça peut avoir des conséquences sur la survie de la plante. Cette perte d'endurcissement, on la calcule à l'aide de degrés jour base 0 qu'on présente ici. En gros, ce qu'on constate pour les Laurentides, c'est une faible augmentation, passant donc de 32 degrés jour à 38 degrés jour. Aussi, ce que je veux mettre l'importance, c'est au niveau de la grande variabilité qui est observée dans les années passées. Donc, selon l'enveloppe verte qui correspond à l'incertitude, je vous le rappelle, cette variabilité, eh bien, elle va se maintenir dans les années futures. Donc, et voilà, on aurait passé à travers les indicateurs qui sont reliés à la saison froide. Donc, j'aimerais ça vous faire un petit résumé de l'état de la situation par rapport à c'est quoi les informations qu'on a vues. Donc, premièrement, on a observé une augmentation des températures pendant l'hiver, donc moins de froid extrême. On a aussi observé une modification des régimes des précipitations. Donc, on se rappelle plus de pluie pour moins de neige. Mais au global, ça nous fait une augmentation des précipitations totales. Ces indicateurs, d'ailleurs, pourraient avoir des impacts sur les plantes, mais on a vu pour les Laurentides qu'au niveau de la perte d'endurcissement ou du potentiel d'endurcissement, l'évolution est quand même minime. Alors, on va pouvoir maintenant passer aux indicateurs qui concernent la saison de croissance. Alors, débutons la section concernant la saison de croissance par justement, c'est quand qu'elle va débuter cette saison de croissance. Alors, à titre informatif, on considère que la saison de croissance peut débuter quand on a atteint 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius. D'ailleurs, pour déterminer cette date, on se base sur l'échelle des jours juliens. Maintenant, pour la région des Laurentides, on va donc passer d'une date de début de croissance en moyenne au 20 avril à une en moyenne au 13 avril. Donc, on voit donc un devancement de la date du début de la saison de croissance de 7 jours. Au niveau maintenant de l'occurrence du dernier gel printanier, toujours avec comme référence les jours juliens, je vais d'ailleurs en profiter pour faire la parenthèse tout de suite, mais lorsqu'on va aborder les thèmes du premier gel, pardonnez-moi, à l'automne et de la date de fin de saison de croissance, c'est encore l'échelle des jours juliens qu'on utilise comme référence pour déterminer la date. Mais si on revient à notre dernier gel printanier, ce qu'on peut voir, un peu comme pour la date du début de la saison de croissance, c'est que la date du dernier gel printanier va être devancée pour les Laurentides, donc d'en moyenne 11 jours, passant ainsi du 7 mai au 26 avril. Si maintenant on se penche sur le synchronisme entre saison de croissance et gel. Donc ça se peut que déjà certains d'entre vous aient remarqué une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. Donc, ce qu'on peut observer, c'est effectivement un devancement. Donc, ici, 7 jours plus tôt au niveau de la date du début de la saison de croissance. Et pour la date du dernier gel, c'est 11 jours plus tôt. C'est donc possible qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps, mais dû à la variabilité, le phénomène pourrait encore être observé certaines années. Si on regarde maintenant ce qui se passe à l'automne, donc dans le bas du tableau, on peut observer les mêmes tendances. Donc, en fait, retardement de la date de l'occurrence du premier gel à l'automne de 12 jours et retardement de la date de la fin de la saison de croissance de 9 jours ici. Alors, question de synthétiser, le message qui est ici important de retenir, c'est que tous les indicateurs sont en quelque sorte synchronisés dans leur modification. Donc, le devancement du début de la saison de croissance et le retardement de la fin de la saison de croissance. Alors ici, avec cet indicateur, je voulais mettre en évidence la valeur de l'allongement de cette dite saison de croissance. Donc, question de chiffrer un petit peu, pour la région des Laurentides, ça nous donne en moyenne 16 jours de plus à notre saison de croissance. Puis,
il faut quand même spécifier, comme on a mentionné, que ces journées-là bien, sont assez bien réparties entre le printemps et l'automne. Alors oui, la saison de croissance va être allongée, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter des jours supplémentaires qu'on va gagner? Donc, par exemple, est-ce qu'on va être capable d'aller semer plus tôt? Alors, l'indicateur que je présente ici, qui est les précipitations printanières, eh bien, ça fait partie des indicateurs pertinents pour tenter de répondre à la question. Donc, ce qu'on observe sur les 3 mois qui sont présentés ici, donc mars, avril et mai, c'est une augmentation d'en moyenne 27 mm des précipitations au printemps. Mais si on se rappelle du graphique en début de présentation sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, on avait vu que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc, en fait, il ne devrait pas y avoir de concentration majeure ou très importante des précipitations spécifiquement lors des semis. Mais je veux quand même réitérer l'importance de considérer la variabilité. Donc, on voit que dans le passé, on a eu effectivement des printemps très pluvieux versus d'autres printemps qui étaient plutôt secs. Avec cette variabilité qui va continuer, on va pouvoir effectivement certaines années profiter de l'allongement de la saison de croissance. Alors, continuons avec les unités thermiques maïs, donc les UTM. Alors, en fait, en plus de l'allongement de la saison de croissance, on peut voir sur ces cartes qu'on prévoit une augmentation des unités thermiques maïs. Donc, pour les Laurentides, ça représente en moyenne 664 UTM à l'échelle de la région. Ici, je veux quand même spécifier que c'est les UTM maximum potentiel qu'on présente. Donc, c'est basé sur le calcul qui est réalisé depuis le premier jour où la température moyenne atteint le seuil minimum de 12,8 degrés Celsius sur 5 jours. Alors, c'est quand même effectivement une spécification qui est pertinente à apporter ici. Passons maintenant au degré jour base 5. Alors, ici, ce qu'on observe, c'est une augmentation quand même assez importante pour la région des Laurentides. Donc, une variabilité de plus 457 degrés jour, nous faisant passer de 1717 à 2174 degrés jour. Ici, j'apporte en fait une précision. Les degrés jour base 5, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés Celsius sur toute l'année. Donc maintenant, on présente ici le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius. Alors, pour les Laurentides, ce qu'on observe, c'est une augmentation de 15 jours là où les températures maximales vont être supérieures à 30 degrés Celsius dans le futur. Pour maintenant, le nombre de nuits dont la température est supérieure à 20 degrés Celsius. On remarque ici aussi une augmentation, donc passant de 1 jour à 7 jours où la nuit, il fait supérieur à 20 degrés Celsius. Pourquoi cet indicateur est pertinent? En fait, c'est parce que lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la nuit, la température diminue, puis alors c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais au contraire, s'il fait chaud le jour et que la température de nuit reste aussi élevée, alors ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation. C'est pour ça que c'est pertinent de regarder l'indicateur et l'évolution quant au nombre de jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés Celsius. Le prochain indicateur, c'est celui relatif au nombre de canicules annuelles. Alors, c'est quoi qu'on considère comme une canicule? En fait, ça représente une période où la température est supérieure à 30 degrés Celsius et pour au moins 3 jours consécutifs. Le nombre de canicules, ça peut en fait être le résultat des derniers indicateurs qui ont été présentés, qui peuvent justement se transposer en épisodes de canicule, donc relativement aux événements extrêmes. C'est pourquoi, justement, on verrait une augmentation des canicules sur une base annuelle. Donc, passant pour la région des Laurentides à moins d'une période par année à environ ou approximativement 3 périodes par année. Donc, pour une variation d'une augmentation de 2 périodes par année.
Si on revient maintenant à nos variations saisonnières, alors je crois qu'on a assez bien établi les températures, on le sait, elles vont augmenter et elles augmentent d'ailleurs particulièrement en été. C'est justement ce qui est mis en évidence là avec le cercle vert que j'ai apposé au graphique pour vous démontrer les mois de l'été en fait. Dans l'encadré à droite, on voit l'historique des moyennes de température en été. Donc, qui était pour les Laurentides de 17,7 degrés Celsius. Avec une variabilité attendue, donc une augmentation d'en moyenne 2,3 degrés Celsius en été, ça nous donne une moyenne de température élevée à 20 degrés Celsius, toujours pour la période de l'été. Alors, inévitablement, ça va se traduire en plus d'évapotranspiration pour les plantes. Toutefois, si on regarde encore une fois nos précipitations totales mensuelles, donc on l'avait vu, l'évolution au cours de l'été est moindre. C'est ce qu'on voit encore une fois dans l'encadré à droite. Donc, où on remarque qu'il y a seulement une augmentation de 5 mm à l'échelle de l'été. Donc, ces 5 mm-là, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont répartis sur les 3 mois de l'été. Donc, évidemment, on va avoir un impact sur les besoins en eau des plantes. Donc, en d'autres termes, ça se pourrait que les besoins ne soient pas comblés par les précipitations. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on voit par le bilan hydrique. D'ailleurs, un petit rappel, le bilan hydrique, c'est quoi? C'est le total des précipitations moins l'évapotranspiration des plantes. Et ici, la référence utilisée, c'est la prairie rase. Alors, si on revient à notre graphique, vous avez en vert le scénario historique, en orange le scénario futur, donc l'horizon 50. Ce qu'on peut retirer de ce graphique, c'est que le déficit hydrique s'aggrave effectivement d'un mois à l'autre. Si maintenant on fait le cumul de ce déficit hydrique à la fin de l'été, ça nous donne en moyenne un déficit de moins 193 mm sur l'horizon futur, à comparaison à un déficit qui était moindre antérieurement, donc s'élevant à moins 148 mm. Pardonnez-moi. Donc, c'est vraiment une aggravation du déficit hydrique dans le futur. Ici, je veux quand même amener une nuance parce qu'en fait, ce graphique, il ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais en réalité, mis à part les précipitations, il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante est en mesure d'aller chercher. Par exemple, elle peut essayer de combler ses besoins justement avec les réserves en eau du sol. Sauf qu'à la fin de l'été, parfois, il peut quand même arriver que ces réserves soient fortement diminuées et que les plantes souffrent effectivement d'un manque d'eau. Une autre information qui est pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Alors en fait, en plus de la diminution des précipitations en été, on va aussi avoir une modification de la répartition des précipitations. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les périodes sans pluie, donc les périodes de sécheresse. Pour votre information, on considère comme une période sans pluie une période où les précipitations cumulées vont être inférieures à 3 mm. Donc ça, c'est inférieur à la rosée. En revenant ou en regardant plutôt notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours où il ne pleut pas va augmenter d'une période sur notre horizon futur. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est la durée cumulée de ces périodes de 5 jours et plus. Donc, de ces épisodes de sécheresse, elle va aussi augmenter. Donc, passant de 76 jours en moyenne dans le scénario passé à 86 jours en moyenne dans le scénario futur. Donc, pour une augmentation au niveau du cumul des périodes, au niveau du cumul des jours sans pluie de plus 10. On va finaliser le tout en revenant à notre automne. Donc, en gros, c'est un peu la même question qui va nous revenir par rapport à l'allongement de la saison de croissance qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Donc, en suivant la même logique, on regarde encore une fois les précipitations. Bien évidemment, celles d'automne. Donc, est-ce qu'on va être capable d'aller récolter? Alors, de façon générale, ça reste relativement constant au niveau des observations là, quant aux précipitations automnale à prévoir. Mais je veux encore une fois attirer votre attention sur l'incertitude qui est dans l'enveloppe
verte. Donc, il devrait quand même y avoir des conditions favorables permettant de favoriser l'allongement, donc de plutôt profiter de l'allongement de la saison de croissance, parce que si on se fie à la variabilité, bien, dans le passé, on a connu des automnes relativement pluvieux versus d'autres relativement secs. Donc, on devrait être capable dans le futur de profiter de l'allongement de la saison de croissance. Alors justement, en revenant sur l'allongement de la saison de croissance, je voulais aussi vous remettre la date du premier gel automnal. Alors pour la région des Laurentides, en moyenne, on se situait au 2 octobre et dans le futur, on se situerait plutôt au niveau du 14 octobre. Donc pour un retardement de la date de l'occurrence du premier gel automnal d'un total de 12 jours en moyenne. De la même façon, la date de la fin de la saison de croissance va être elle aussi retardée dans le futur, donc passant d'en moyenne au 8 novembre jusqu'au 17 novembre dans le futur. Donc, et voilà, on aurait fait le tour de tous les indicateurs dont on voulait traiter aujourd'hui. Alors, de la même façon que j'ai fait pour les indicateurs de la saison froide, j'aimerais aussi vous faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir au niveau des indicateurs pour la saison de croissance. Alors, en gros, on se rappelle qu'on prévoit ou qu'on va observer une augmentation de la température qui va permettre un allongement de la saison de croissance et un allongement de la période sans gel. En plus, ça va aussi venir augmenter en moyenne les unités thermiques maïs de la région ainsi que les degrés jour. Mais il faut faire attention parce que cette augmentation de la température va aussi venir avec l'augmentation des températures très élevées, donc en relation avec les épisodes de canicule. Du côté maintenant des précipitations, on a vu qu'il n'allait pas avoir de hausse ni à l'été ni à l'automne, ce qui peut être un risque potentiel au niveau du stress hydrique pour les plantes. Finalement, toujours en lien avec ça, on a aussi vu une augmentation des périodes de sécheresse, ou plutôt du nombre de jours sans pluie cumulée. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Bonne journée!